Aujourd'hui, on voudrait aborder trois sujets avec vous. Le premier, c'est comment on applique la data science dans notre domaine, qui est le Web Analytics. On verra juste après de quoi il s'agit. Ensuite, on a choisi aussi de vous partager un retour d'expérience sur la façon dont on s'est organisé finalement dans notre équipe et au sein de la société. En discutant avec d'autres équipes data science de plusieurs sociétés, on se rend compte que c'est une question qui revient finalement assez souvent. La façon dont les équipes data science s'intègrent dans des cycles de développement, y compris dans des boîtes qui ont des thématiques de développement logiciel. Du coup, l'enjeu, c'est de concilier développement logiciel et travaux R&D. Et enfin, on abordera un exemple de sujet sur lesquels on travaille. Et il s'agira de modéliser, d'apprendre le comportement d'achat des internautes. Très brièvement, 2-3 mots sur la société. Donc c'est une société qui a un petit peu plus de 20 ans aujourd'hui, qui a été fondée à Bordeaux. Certains reconnaissent peut-être ce petit logo Xiti qui apparaissait en bas des sites internet il y a plusieurs années maintenant. Donc voilà, ça a été développé par la même société. L'idée, c'était un outil de mesure d'audience et de comportement des internautes sur les sites. Et donc ce domaine-là, c'est peu à peu transformé, il s'appelle aujourd'hui le Digital Analytics. Donc voilà, notre métier, nous, c'est ça, on fournit des outils, des logiciels pour comprendre ce que font les internautes quand ils naviguent sur les sites internet. On fait partie des leaders sur le marché, tout du moins en Europe, pas encore au niveau mondial, puisqu'on est directement face à Google, Adobe ou IBM. Et l'entreprise est composée d'un petit peu plus de 200 collaborateurs, répartis sur plusieurs bureaux dans le monde. Un petit mot sur l'équipe Data Science. La particularité de l'équipe, c'est de travailler à la fois sur des thématiques de modélisation, donc de conception de modèles, mais aussi sur tous les aspects de développement et industrialisation de ces modèles. Souvent, dans les sociétés, on s'aperçoit que les équipes Data Science ne sont pas directement concernées par les problématiques d'industrialisation et de maintenance de leurs modèles. Chez nous, c'est le cas et on s'aperçoit en fait que ça facilite le développement et l'avancée des projets, puisque on va pouvoir se poser un certain nombre de questions vraiment en amont des projets, même pendant les phases de R&D. Quelques exemples de sujets sur lesquels on peut travailler, donc c'est des choses assez classiques mais qu'on applique finalement à notre domaine. On retrouvera des choses liées au clustering, à la détection d'anomalies et au forecast, donc là tout le spectre des séries temporelles. Des choses liées à du scoring d'internautes, et c'est le sujet qui nous intéressera aujourd'hui, dont Romain vous parlera juste après. On a des choses plus liées à notre domaine, comme l'attribution, où il s'agit, quand vous avez un achat sur un site internet par exemple, d'être capable d'attribuer d'où provient, quel canal a été le plus influent pour cet achat. Par canal, on entend un email, une pub affichée sur Google ou sur un réseau social. Et enfin, on a aussi des choses liées à une thématique assez répandue aujourd'hui, qui est le churn, ou l'attrition, où on va être capable de prédire si un individu ou un internaute va se désabonner ou va quitter un service. Une slide sur nos clients, alors c'est pas pour faire de la pub, c'est plutôt pour souligner une vraie problématique d'un point de vue data science. Donc on a des clients dans beaucoup de secteurs d'activité assez variés. Alors d'un point de vue commercial, c'est super, on est content. Par contre, d'un point de vue data science, ça implique qu'on va vouloir travailler avec des comportements très très hétérogènes d'internautes. Et donc, quand on va vouloir proposer un modèle à nos clients, ou une fonctionnalité du moins, il va falloir qu'on soit en mesure d'avoir justement des modèles qui s'adaptent à tout un tas de comportements très très différents. On a aussi une autre contrainte liée à cette variété de clients, c'est la contrainte de scalabilité. On a des clients qui ont des volumes d'audience qui peuvent être très différents, et certains sites vont avoir vraiment des audiences très très élevées, ce qui fait qu'on va devoir concevoir des fonctionnalités et des modèles qui répondent à des contraintes de scalabilité. Et on va devoir se poser ces questions surtout très très tôt dans les projets. Un petit mot maintenant sur notre méthodo, en fait, sur le workflow qu'on a mis en place dans l'équipe. Alors là, l'idée, c'était vraiment d'essayer d'adapter des concepts qu'on peut voir dans des méthodes agiles à peu près un peu standards, mais vraiment d'adapter ces concepts en faveur de l'innovation et des problématiques de R&D. Alors généralement, vous avez des méthodes agiles. Nous, par exemple, chez AT, on utilise une méthode qui s'appelle Scrum. C'est quelque chose d'assez connu dès lors qu'il s'agit de développement logiciel. Donc ces méthodes-là sont éprouvées depuis de nombreuses années. Ça fonctionne très très bien pour des cycles de développement classiques. Par contre, on a observé que quand il s'agissait de travailler sur des problématiques de R&D, ça pouvait devenir un petit peu conflictuel.
Pourquoi? Parce que quand on est sur des étapes vraiment de recherche ou de R&D, on va vouloir arrêter une certaine tâche un peu plus tôt que prévu parce qu'on juge que c'est pas la peine de la poursuivre. Au contraire, on va vouloir aller un petit peu plus loin dans ce travail-là. On va vouloir voilà, faire tout un tas de choses qui ne s'inscrivent pas vraiment dans le cadre Scrum en tout cas. Et donc on s'est posé la question avec l'équipe et avec ce qu'on appelle les Scrum Masters, c'est les garants de la bonne application de ces méthodes, de savoir comment on pouvait finalement accélérer nos process de R&D en amont des phases d'industrialisation. Alors le principe, il est directement inspiré de ce qu'on peut retrouver dans une société qui s'appelle Basecamp. Vous aurez sans doute les slides et donc les liens dispo. Donc c'est une société qui propose un logiciel de gestion de projet, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc ils ont appliqué ces méthodes-là depuis plusieurs années. Ils viennent de sortir un bouquin fin 2019 qui reprend très très bien ces concepts, donc je vous le recommande. Donc l'idée c'est de vraiment de découper les projets en deux grandes phases. Une phase qu'ils appellent le shaping, où en fait on va vraiment réfléchir à une idée, mais en gardant un niveau de détail finalement très très haut. Et donc on a essayé d'appliquer ça chez AT en mettant en place ce qu'on a appelé un cycle d'incubation finalement, avant de développer un projet dans son ensemble. Et donc cette incubation, comment elle fonctionne, on va avoir plusieurs niveaux de maturation. Donc un niveau de maturation peut comporter des choses assez simples et triviales finalement quand on va les dire. Donc c'est être capable de décrire correctement un projet, identifier des cas clients, des besoins concrets, des problématiques data science, des problématiques d'architecture. C'est des choses donc très triviales mais qui ne sont pas toujours appliquées dans le bon ordre en tout cas. Et enfin, on a choisi de s'appliquer deux grandes contraintes finalement, et c'est ce qui est décrit dans les méthodos de Basecamp, c'est qu'un minimum de personnes doivent être amenées à travailler sur un sujet. Chez nous, par exemple, on s'est aperçu que dès lors que plus de 2 personnes travaillent sur un sujet, de suite, ça va beaucoup moins vite que simplement 2 personnes, parce qu'il va y avoir plus d'échanges, plus de débats, voilà, plus de discussions, plus de communication, et plus de partage même au niveau du code. Et donc, vraiment, la meilleure formule qu'on ait trouvée aujourd'hui, c'est seulement 2 personnes qui vont amener un projet au bout de ce cycle d'incubation. Et enfin, la dernière contrainte, c'est une contrainte de temps, où on va se dire qu'on s'impose 6 semaines pendant lesquelles on va être en mesure de développer quelque chose. Donc on n'aborde pas un problème en se disant on conçoit quelque chose et on regarde combien ça coûte. On se dit, voilà, on a un temps imparti, qu'est-ce qu'on est capable de livrer qui corresponde à un périmètre fonctionnel convenable pour le client. En sortie de ces cycles d'incubation, on doit avoir 2 choses. Un modèle minimal finalement, c'est ce qu'on a appelé MVM, c'est un équivalent d'un MVP si vous voulez. Et enfin un POC, donc une interface qui pourrait être mise à disposition des clients, des équipes commerciales et de nos équipes produits, de manière à pouvoir vraiment récupérer tout un ensemble de retours sur ce qui a été développé. On va maintenant aborder le sujet de la modélisation du comportement d'achat. Je vais vous présenter quelques aspects liés aux problématiques. Donc d'abord les enjeux, on en a parlé, on est dans un secteur, le marketing digital. On va s'intéresser aujourd'hui à des sites marchands et en particulier à une problématique assez répandue aussi aujourd'hui, qui est celle du ciblage. Il y a pas mal de façons de faire du ciblage, c'est-à-dire d'être capable d'identifier une population d'internautes. Et nous aujourd'hui, on a choisi de vous présenter une méthode à partir tout un pipeline de machine learning. Et donc l'idée, c'est vraiment d'être capable en sortie d'identifier les internautes qui vont être les plus à même d'acheter après une certaine visite ou un certain nombre de visites. On parlera de propension d'achat. Les applications de ces méthodes de ciblage, c'est tout d'abord pour travailler, pour proposer à nos clients de travailler sur des aspects de rentabilité. Si on décide de vouloir relancer des internautes pour les inciter à un achat, il vaut mieux avoir une stratégie où on va relancer peu de monde, mais dont on est un petit peu plus sûr que derrière il va y avoir une conversion, plutôt que d'adresser un message à tout le monde, ce qui va avoir 2 effets. Vous allez perdre de l'argent, parce que vous allez envoyer plein de messages inutilement, et surtout, vous allez exercer ce qu'on appelle une pression marketing un peu trop forte sur des personnes qui finalement n'ont pas du tout envie d'acheter. Donc nous, on a envie aussi de proposer des outils qui permettent d'épargner un petit peu des personnes qui n'ont pas envie d'acheter. Je pense qu'on est tous concernés par le sujet. On reçoit systématiquement des pubs
différents services, on a envie de se désabonner fréquemment des services, et donc là aussi, ça permet de travailler sur des notions de notoriété pour préserver les bases utilisateurs de nos clients. D'un point de vue data science, on va donc aborder plusieurs types de problèmes. Le premier, ça va être construire un modèle pour apprendre le comportement d'achat des internautes. Comment on va construire ce modèle? On va utiliser un ensemble de variables, de features, et on va s'intéresser particulièrement à un type de variables qui vont être les séquences des pages consultées par les internautes. Donc les séquences, c'est un type de données particulier pour lesquelles il va falloir mettre en place des technos particulières et des traitements aussi des algos particuliers. Romain va vous détailler ça juste après. Et enfin, on va donc appliquer une méthode de scoring pour être capable de savoir quels visiteurs seront les plus intéressants à relancer. Je passe la main à Romain qui va vous détailler tous ces aspects techniques. Bonjour. Donc, tout d'abord, j'ai l'impression qu'on a perdu quelques animations en route, donc je suis désolé si certaines slides sont un peu lourdes, ça va arriver au fur et à mesure. Je ne sais pas si le micro marche. Il fonctionne? Ouais, c'est bon. Super. Voilà, c'est ce que je disais. Donc en fait, on va commencer par détailler un peu le pipeline qu'on a mis en place pour répondre à cette problématique, et comme ça, on pourra zoomer après plus spécifiquement sur certains éléments qu'on avait envie. Pardon? Ah, ok. Ici, c'est mieux? Super. Donc on va s'arrêter sur certains éléments une fois qu'on aura décrit donc, le pipeline. Donc tout commence par Snowflake. Donc Snowflake, ça va être notre entrepôt de données. C'est là qu'on a toutes les données disponibles pour nous, data scientists. Elles vont être disponibles à l'échelle la plus granulaire, c'est-à-dire l'événement de navigation. Donc on va aller vraiment jusqu'à la granularité clic ou affichage d'une page. Et à partir de ça, on va pouvoir reconstituer plein de variables qui vont nous permettre de caractériser des visiteurs ou qui vont nous permettre du coup de faire l'apprentissage derrière. Donc on va sortir des variables très simples, comme par exemple des pages vues ou des durées, mais également des variables un petit peu plus complexes, comme par exemple des séquences de navigation. Et ce sera l'objet donc de la partie feature engineering. C'est principalement là-dessus qu'on va s'arrêter. Cette partie, donc normalement il y avait une petite animation sous le PySpark, vous avez une icône Dask qui est cachée. En fait initialement on a souhaité faire cette étape en Dask, qui est un framework de calcul distribué intégralement dans l'écosystème Python, qui peut être vu un petit peu comme un concurrent de Spark côté écosystème Python. Ça paraissait très prometteur, on était content de rester là-dedans parce que c'est quelque chose qui est très familier pour nous et qu'en pratique malheureusement on n'a pas pu utiliser à cause cette fois-ci du format de fichier donc Parquet que vous voyez ici et là. C'est également un point dont on va parler, le format Parquet. Et pour finir, donc on a la partie apprentissage qui a été réalisée cette fois de manière très standard avec Python, Pandas et Scikit-learn, et la possibilité de passer ce maillon à l'échelle avec par exemple Dask. Donc une première remarque sur l'intégralité du pipeline, c'est que finalement tout est pensé dès le début pour passer à l'échelle. Comme l'a présenté Jérémy tout à l'heure, c'est un point qui est assez critique pour nous, puisque justement en fonction de la volumétrie du client qu'on va rencontrer, on ne peut pas se permettre d'avoir un point de cassure avec un client. Donc c'est pensé en amont dès les étapes de R&D. Donc maintenant on va s'arrêter plus spécifiquement sur Snowflake et qu'est-ce que ça nous apporte à nous en tant que data scientist. Donc déjà Snowflake, pour le nommer, c'est quoi? C'est un service de data warehousing dans le cloud. Donc là à nouveau désolé, c'était censé arriver petit à petit pour être un peu plus raccord avec le discours. Snowflake on peut le requêter avec du SQL standard, avec quelques fonctionnalités supplémentaires qui sont toujours agréables d'utilisation. Ça s'intègre facilement avec Python et R, que ce soit avec des connecteurs Snowflake ou via par exemple Python avec SQL Alchemy, qui va nous permettre de manipuler directement la base. Et la grosse spécificité de Snowflake, en fait, c'est qu'on va séparer les notions de calcul et de stockage au niveau de la base. Et en fait, ce que ça nous apporte à nous, en tant qu'utilisateurs, qui allons piloter en fait seulement la couche de calcul, c'est que ces deux couches elles peuvent scaler de manière complètement indépendante. Et donc en particulier, on va pouvoir passer de 1 à 128 nœuds de calcul sur notre warehouse de manière instantanée, en changeant simplement une configuration et sans impacter les warehouses des autres personnes. Snowflake vend des performances linéaires en la taille du cluster et c'est quelque chose qu'on a pu vérifier de notre côté. Et enfin, et c'est peut-être le point le plus important et le principal gain qu'on a avec l'utilisation de Snowflake, c'est qu'on va pouvoir faire du requêtage concurrent de manière complètement indépendante. Et ça, c'est important pour nos applications au sein de l'équipe Data Science. On ne va pas avoir de concurrence entre nos applis, mais on ne va pas avoir non plus de concurrence avec les autres équipes, et on ne va pas non plus avoir de concurrence avec la production. Donc voilà pour le petit retour qu'on voulait vous faire concernant Snowflake.
Le deuxième élément dont on souhaitait parler, c'est Parquet. Donc Parquet qui est un format de fichier qui n'est pas forcément standard, je pense, enfin, que je ne connaissais pas en tout cas avant, qui de notre côté a été plutôt poussé par nos data engineers. Merci. Qui de notre côté a été plutôt poussé par nos data engineers. Donc pour parler de Parquet, initialement, c'est un format de fichier créé autour de l'écosystème Hadoop. Le format de Parquet, en comparaison à du CSV par exemple, c'est que ça va être du format colonne en termes de contiguïté mémoire. Et ça va nous apporter des optimisations pour tout ce qui va être requêtage, gestion de la mémoire, puisqu'on va par exemple ne charger que les colonnes qu'on utilise effectivement dans nos calculs. Et on a une petite optime qui est sympa, c'est qu'on peut choisir le schéma de compression par colonne. Ce qui est toujours avantageux pour optimiser à la fin quand on arrive à la livraison et à la production. Et le gros avantage de Parquet, en fait, c'est que cette structure va le rendre immédiatement optimisé pour le cloud. Dans le sens où, sur le cloud, vous allez payer par rapport à deux choses, grossièrement. Soit par rapport à de la donnée scannée, si vous êtes sur des services de requêtage serverless, comme par exemple AWS Athena ou Spectrum, ou bien vous allez payer à votre temps d'allumage de vos instances de calcul. Et Parquet permettra de réduire ces deux choses. Donc ici, on a un petit exemple sur de la donnée scannée. On est sur une requête qui doit prendre à peu près un quart des colonnes. Et on voit qu'on fait des économies en termes de coûts, en termes de données scannées, également en termes de temps, éventuellement, évidemment. Et tout ça, à la fin de l'année, quand on regarde la facture cloud, ça compte. Donc voilà pour les deux aspects vraiment technologiques qu'on souhaitait vous restituer. Et maintenant, on va s'arrêter sur des aspects un petit peu plus techniques. Et notamment, je suis désolé pour le micro, et notamment sur le feature engineering qui a été effectué pour pouvoir donc exploiter ces variables de séquence dont on a parlé au moment de l'extraction. Donc ici, on peut voir schématiquement en haut à gauche, ici, ce à quoi pouvaient ressembler nos jeux de données. Donc évidemment, ce n'est pas des jeux de données de nos clients puisque ce ne serait pas raccord d'un point de vue RGPD ni confidentialité. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on va avoir notre variable cible, qui est ici une variable d'achat, des variables assez standards ici, donc on a mis durée et page vue, qui sont assez faciles d'utilisation parce que soit c'est du quantitatif, soit c'est du catégoriel, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, on avait également donc, ces séquences de navigation qui ne sont pas du tout utilisables directement dans un cadre de classification et qu'il allait falloir exploiter. Donc le parti qu'on a pris, c'était en fait de transformer cette variable de séquence en plusieurs marqueurs, après avoir identifié des sous-séquences qui sont pertinentes dans un cadre de classification, pour faire la classif. Et donc ces séquences qu'on va extraire, donc si je prends juste à titre d'exemple, la séquence 1 par exemple, ça pourrait être AB, et donc ça marque la présence de AB dans chacune des visites, donc ici elle n'y est pas. Et ces séquences, on va souhaiter deux choses, c'est qu'elles soient tout d'abord suffisamment discriminantes en termes de conversion, donc leur présence doit faire varier le taux de conversion, et on souhaite également qu'elles soient suffisamment fréquentes pour avoir un impact sur un grand nombre d'observations. Ces deux choses-là, on peut les prendre en compte avec un critère comme par exemple l'information mutuelle, qui va nous permettre de scorer de manière quantitative la pertinence des variables, des séquences. Donc maintenant qu'on a vu ce qu'on souhaite, on va voir comment on effectue et comment on génère des séquences candidates. Donc là également. Donc on est passé par une méthode dite de sequential pattern mining. C'est un algorithme qui s'appelle prefix-span. Donc l'idée de prefix-span, c'est étant donné une base de données de séquences, on va chercher à identifier les sous-séquences qui sont fréquentes dans un jeu de données. Cet algorithme il prend deux paramètres, un paramètre de support minimal, donc ça va être par exemple, je veux récupérer les séquences qui sont présentes dans au moins 20% de mes visites, et un paramètre de longueur maximale si on souhaite arrêter l'exploration à un certain moment. L'utilisation de cet algo en particulier, il est motivé par plusieurs choses. Déjà, on a plusieurs références de l'utilisation de l'algo dans un cadre spécifiquement de mining de pages web, comme par exemple cet article qui est co-signé par Fabienne Morchen, qui est Research Scientist chez Amazon, qui est une petite société qui a quelques problèmes d'analyse de séquences de pages web, comme vous pouvez vous en douter. Et l'autre avantage, c'est que cet algo il est directement implémenté dans la librairie Machine Learning de Spark. Et c'est toujours confortable d'avoir des impléments directement dispo dans des frameworks Big Data. Donc prefix-span, quelques points d'entrée pour voir comment ça marche. Donc en fait, on va se donner l'arbre des séquences possibles, qu'on peut voir donc ici à droite. Et on va chercher en fait à parcourir cet arbre et à tester toutes les séquences. Donc on va tester la présence dans les séquences et identifier si elles sont présentes ou non pour calculer donc le fameux support. Et en fait,
il y a deux choses qui vont être mises à profit pour pouvoir réduire l'exploration de cet arbre. C'est l'élagation des branches par une règle dite d'anti-monotonicité. C'est compliqué à dire, c'est simple à comprendre. L'idée, c'est simplement que si vous avez un préfixe qui passe déjà pas le seuil de support, ça ne sert à rien d'explorer plus loin des séquences plus longues qui le contiennent déjà, puisqu'elles seront forcément moins fréquentes. Et l'autre règle qui va permettre de réduire le nombre d'observations qui descendent en fait dans les branches, c'est qu'on va garder toujours les suffixes qui sont encore candidats pour faire le comptage et pour calculer le support. Et donc ça rend ce parcours d'arbre efficace. Donc voilà pour vraiment l'algo. Maintenant, si on regarde un peu ce qu'on obtient en termes de résultats, donc en gros, en haut à gauche, donc on a un rappel de ce à quoi ressemble notre jeu de données après l'extraction. Et ici, on va visualiser sous forme d'une carte de chaleur la corrélation entre les différentes variables. Donc dans ce cas précis, on va avoir 127 séquences qui sont sorties, et donc une matrice 127-127 qui est représentée ici, donc sous forme de carte de chaleur, pour visualiser les corrélations. De manière assez logique, on observe qu'on a de gros blocs de corrélation. C'est normal, puisqu'en fait on a extrait des séquences qui sont mutuellement incluses les unes dans les autres, et donc forcément dans l'occurrence est lié. Ce qui est marrant, c'est de voir que les blocs qui sont un peu déstructurés, ça c'est dû en fait au parallélisme de Spark qui va faire remonter les séquences de manière alternée. Et donc, suite à ce constat, on procède par une ACP à 30 composantes sur ces variables seulement, pour réduire la dimensionnalité du problème, et on peut se restreindre à 30 composantes, ce qui nous permet de garder plus de 99% de la variance sur le panel de sites qu'on a testé. Voilà donc pour cette partie vraiment feature engineering. Maintenant, on va rentrer dans la partie apprentissage. Donc là, on a fait des choses assez standards, donc allons-y. Donc je pense que l'image parle pour elle-même. On cherche plutôt à rester sur des modèles standards qui sont bien éprouvés, qu'on est confiant de mettre en production, qui généralisent bien aussi. Il faut que ça généralise à toute notre base de clients, donc on cherche vraiment du modèle simple. J'ajouterais qu'on a procédé au pré-processing nécessaire, notamment en termes de repondération, puisqu'on était sur un cas d'apprentissage très déséquilibré, comme on peut s'en douter. Il faut savoir que les taux de conversion sur les sites web ils sont de l'ordre de 1%. Et en termes de perf, donc ce qu'on obtient, si on regarde l'AUC, on va être plutôt bon, entre 0,85 et 0,95. En revanche, si on regarde d'autres métriques dans un cadre pertinent, justement dans un cadre de classification déséquilibrée, et notamment précision rappel. Donc le rappel est très bon comme l'AUC. Par contre, la précision a tendance à se dégrader assez fortement. On est descendu jusqu'à 0,65 et c'est normal. C'est parce qu'en fait, on est sur un problème difficile quand il s'agit de séparer les non-acheteurs dans la zone des acheteurs. Je m'explique. Si on essaie de se rappeler un peu d'où sortent ces données, elles sortent de personnes qui naviguent sur un site web. Et on navigue tous sur des sites web sans acheter à la fin, tout en ayant un comportement d'acheteur. Parce qu'on n'achète pas aujourd'hui, parce qu'on est en train de regarder plusieurs sites, parce que c'est peut-être remis à plus tard. Et c'est un peu de ce constat en fait que part notre utilisation ici du modèle qui est un peu spécifique. Puisqu'on va utiliser ce modèle non pas pour faire de la prédiction, mais vraiment pour faire du scoring, comme on peut le voir ici. Donc le vert, c'est un choix toujours très judicieux quand c'est projeté. C'est super. L'idée en fait derrière l'utilisation de ce modèle, c'est qu'une fois qu'on a un modèle dans lequel on peut faire suffisamment confiance de par ses performances, on va pouvoir l'utiliser non pas pour faire de la prédiction, mais plutôt pour l'utiliser et utiliser sa frontière de décision comme finalement quelque chose qui va nous permettre de modéliser donc, le phénomène. Et on va utiliser les nouvelles observations qui vont être classées comme des faux positifs. Donc ici, si on prend les non-acheteurs en bleu et les acheteurs en rouge, finalement les bleus qui sont dans la zone rouge sont des non-acheteurs. Et c'est assez évident sur le dessin, ils se retrouvent dans une zone de décision donc acheteurs, et ils sont dans une zone où les acheteurs sont denses. Et donc l'idée, ça va être de considérer ces personnes-là comme des visiteurs dont le comportement est similaire, et donc comme des opportunités manquées pour le client, qui doivent être recontactées en priorité. En particulier, on pourra utiliser le score de classification comme un score de scoring finalement, comme ici, donc par exemple, on se doute que ces personnes-là, qui sont plus loin, et dont le gradient va être haut en termes de classif, vont avoir un score supérieur à ceci. Donc voilà pour l'utilisation qu'on en fait. Et je vais laisser la main à Jérémy pour vous parler de l'avancée du projet et des suites. Merci. Alors en pratique, pour reprendre un petit peu le cycle de développement dont on a parlé tout à l'heure, où est-ce qu'on en est toutes les phases finalement d'incubation, de conception et de validation du modèle ont été validées.
On a pu également développer une petite interface, donc notre fameux POC, pour laquelle on a un back-end en Python avec les libs dont vous a parlé Romain, et toute une interface qui est développée avec le framework bien connu maintenant Shiny. Donc cette interface aujourd'hui a pu être démontrée à certains clients et à nos équipes produits, et on espère pouvoir entamer très rapidement la phase d'industrialisation pour voir naître ce projet de façon durable. Un petit mot pour conclure, ce qu'on souhaitait vous partager aujourd'hui, vraiment, c'est ces 3 points-là. C'est d'abord sur l'équipe et la façon qu'on a mis en place pour travailler, le fait dans l'équipe d'avoir des profils vraiment orientés développement et industrialisation, et également des profils qui travaillent sur des aspects de conception de modèles, ça nous permet de nous poser des vraies bonnes questions au départ des projets. On l'a vu sur l'exemple du format de fichier parquet. Je pense que si on n'avait pas eu nos data engineers pour nous conseiller sur ce type de format, sur ces méthodes-là, on serait parti, je pense un peu comme tout le monde, sur des choses très standards, des CSV, voilà. Et on n'aurait pas pu passer à l'échelle aussi facilement que ce qui a été fait ensuite. Ensuite, un deuxième point important, c'est sur les technos. On l'a vu sur cet exemple avec Snowflake, où là, c'est une techno émergente, je pense, qui est utilisée de plus en plus aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'utilisent, d'ailleurs, Snowflake? Ouais. Oui, il y a un modèle économique derrière, oui. On essaie de prendre en compte les coûts, oui, pour pouvoir proposer des features qui soient intéressantes pour tout le monde, et il peut y avoir des fonctionnalités avec un modèle économique derrière. Ouais. Du coup, donc pour cet exemple-là sur Snowflake, c'est vraiment une techno qui a permis d'ouvrir même de nouvelles fonctionnalités qu'on n'aurait pas pu proposer à nos clients il y a encore un an ou deux. Et enfin, sur les aspects machine learning, on a entendu ces mots-là depuis ce matin, c'est les notions de confiance, les notions d'explicabilité, où là encore on se rend compte que le principal finalement c'est pas forcément le choix du modèle, ça va être à quel point on va pouvoir lui faire confiance, à quel point il va pouvoir être explicable, déployable et maintenable. Et donc nous aussi on a cette philosophie de s'orienter plutôt vers des modèles simples, mais qu'on va être capable de vraiment maîtriser. Et enfin sur l'aspect détournement de machine learning avec cette utilisation des faux positifs, où là c'est plutôt une idée qu'on a eue à un moment donné, on s'est aperçu que ça pouvait fonctionner, et donc c'est vraiment intéressant de pouvoir sortir du cadre un peu standard de prédiction et d'utiliser ces modèles pour en faire une méthode de scoring. Donc voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, on y répondra. Alors, je voudrais juste faire un petit commentaire parce que c'était finalement assez intéressant d'avoir vos deux, enfin finalement, plutôt c'est un heureux hasard, vos deux présentations qui sont enchaînées parce que eux ont vraiment mis en avant la contrainte de temps de calcul. Alors vous, on n'en est pas encore vraiment là, mais vous avez insisté sur la problématique de coût avec la compression des données. J'imagine que dans la phase d'industrialisation, vous allez aussi devoir prendre en compte la problématique de temps de calcul. Et aujourd'hui, au stade où vous en êtes, est-ce que vous êtes confiant pour que ça soit finalement rentable, ou est-ce que c'est des coûts que vous allez reporter sur les clients ensuite en leur facturant le service en plus? Alors, nous, on a abordé un petit peu ce point juste avant. Snowflake donc propose effectivement tout un modèle économique, et ils sont capables de mettre à disposition des machines. Il y a une échelle de taille. Ils ne sont pas très transparents finalement sur les perfs qui sont mises derrière ces machines-là. Nous, on a vraiment, même au niveau du POC, en fait, des calculs et des phases de calibration pour garantir que ces modèles puissent être utilisés vraiment dans un contexte de production, c'est-à-dire avec du temps réel. Et donc toute la question de temps de calcul, bien sûr qu'on l'a abordé. Après, pour tout ce qui est modèle économique derrière qu'on va proposer en tout cas à nos clients, là c'est plutôt les équipes marketing et commerciales qui seront chargées de ces aspects-là. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'en ai une autre pour vous. Mais...
Oui, bonjour. Juste une précision sur le dernier élément que vous avez abordé, les faux positifs. Oui. Est-ce que vous avez réussi à déterminer à partir de quel seuil ces faux positifs sont des opportunités ou vraiment une donnée qui n'est plus exploitable? Oui. Alors le seuil n'a pas été effectivement fixé. En pratique, on va plutôt se baser sur l'AUC pour déterminer un niveau de confiance plutôt que sur la précision, parce que justement, la précision, son problème, c'est que en fait, mécaniquement, elle va avoir tendance à décroître au fur et à mesure que le taux de conversion décroît. Plus vous avez un taux de conversion faible, plus vous avez cette forme de recouvrement qui rend le problème de séparation difficile dans la région vraiment des positifs, et donc plus votre précision décroît. Donc en pratique, si on devait se fixer un seuil fixe, ce serait plutôt sur l'AUC. Et juste pour compléter, après, je pense que une façon de mesurer effectivement ce seuil-là, ça serait de le mettre en œuvre en réalité. Voilà, côté client, et pour l'instant, ça sera la phase suivante. Ça risque d'être très différent d'un client à l'autre, je pense. Aussi. D'un contexte à l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur le détail des pages, d'accord, quand on est sur une page produit, d'accord, est-ce que vous considérez que chaque détail de page produit est identique, d'accord, dans votre séquence, donc recherche, détail sur votre séquence, ou vous allez jusqu'à descendre sur la granularité du produit? Parce que je pense que ce qu'on serait amené à penser, c'est en fonction du produit, le comportement ne va pas être le même, effectivement, sur le taux de conversion. Effectivement, c'est une bonne idée. Pour l'instant, on est vraiment resté sur la page en elle-même et pas sur son contenu. Ça serait peut-être une étape qu'on pourrait creuser dans le futur. Après, toutes ces études-là, il faut aussi considérer qu'on s'est vraiment placé dans le cadre avec les contraintes de temps et d'équipe qu'on a évoquées tout à l'heure. Et donc, c'est vraiment des choses qui ont été faites très en amont, en fait. Et bien sûr qu'après, on pourrait y ajouter une autre granularité et descendre au produit, au contenu de la page, même au texte contenu dans la page et à tout un tas d'autres éléments. Petite question sur les données, du coup, vos travaux en termes de POC, vous les faites sur quel jeu de données? Prod. C'est-à-dire qu'on a bien évidemment plusieurs environnements sur nos bases Snowflake. L'idée donc pour valider notamment les contraintes de temps de calcul et qu'au niveau utilisateur ce soit utilisable dans des conditions viables, on va dire, on va jusqu'aux données de prod. Moi j'ai une petite question sur votre algorithme Prefix Scan, je crois. Prefix Span, oui. Moi, je connaissais les algorithmes similaires, mais dans la grande distribution pour l'analyse des paniers d'achat. Et là, on n'a pas de contrainte d'ordonnancement. Vous ajoutez cette contrainte, mais est-ce que vous avez vraiment besoin de vous l'ajouter? Est-ce que vous n'auriez pas des gains au niveau de la compression possible si vous n'ordonniez pas les séquences? Est-ce que le séquençage est si important que ça, l'ordonnancement? Ah oui, alors je pense que vous faites référence à des algos type a priori, type l'algorithme des couches culottes et de la bière dans les supermarchés américains. Oui, en effet, on pourrait essayer autrement. Là, après, on s'est dit, on a cette information, on a l'information séquentielle avec le temps, autant l'exploiter, mais c'est vrai que ce serait une bonne approche d'essayer une autre technique et de se mettre dans ce cadre-là également, on pourra tester. Oui. Et j'avais une petite remarque justement par rapport à ce que vous disiez juste avant, que les résultats peuvent être variables en fonction des clients. Donc en effet, et c'est de notre côté, on va dire que finalement l'utilisation du machine learning dans ce cadre, où on doit finalement sortir un produit qui va répondre à plein de problématiques, c'est vraiment une des forces du machine learning, c'est-à-dire que nous, on développe un seul algo, et c'est bien le comportement qui va aller se calquer sur les données très variables de nos clients. Et donc, on a certes des résultats différents, mais ça nous permet vraiment de faire tout ce travail de réutilisation et de pouvoir le généraliser assez facilement. Et c'est quand même une des grosses forces du machine learning, et c'est principalement comme ça qu'on l'exploite chez AT.